la visite. On nous annonçait la visite déjà de Madame la secrétaire d'État, Nawal, et donc on se posait la question si nous devions aller la chercher, l'accueillir, ou si les portes d'entrée étaient fermées. Enfin bon, on verra. On enverra quelqu'un. On va entamer tout de suite le débat. Donc, je vous propose ceci. Donc, la présentation était bien de Yamina Zaza et d'Olivier Sloss. Alors, féminité, féminisme oblige, femme oblige. Je vais passer la parole à Yamina Zaza, qui est co-directrice du Centre de prévention des violences conjugales et familiales à Bruxelles. Et ensuite, je passerai la parole à Olivier Sloss. Et nous entamerons la table ronde avec également Sylvie Losberg et Diane Bernard. Donc, on démarre avec Amina. Je t'en prie, prends la parole. Voilà, bonjour. Donc, je ne vais pas me présenter puisque tu l'as fait pour moi. Donc, je suis Amina Zaza. Voilà. Je travaille au Centre de prévention des violences conjugales et familiales depuis 15 ans. Mais le micro, je vais plus m'approcher alors. Voilà, désolée. Voilà. Ou alors il n'était pas ouvert. Donc voilà, je travaille au Centre de prévention des violences conjugales et familiales depuis 15 ans. Mais j'avais fait mon stage d'assistante sociale en 85. Et puis j'ai retravaillé en 95. Puis je suis revenue en 2005 pour ne plus repartir. Et donc, je connais un petit peu l'évolution du Centre de prévention des violences conjugales et toute la problématique qui a été traitée au centre. Voilà, je peux aussi témoigner des changements, de l'évolution du traitement des victimes et par le centre et par la police, par le public, etc. Je vais présenter un petit peu l'association où je travaille. Nous existons depuis depuis 40 ans, 41 ans. Nous étions avant dans la fameuse rue Blanche, la Maison des Femmes, où nous sommes restés très, 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 très longtemps. Et donc, nous travaillons avec deux secteurs. Secteur en ambulatoire, où nous recevons des femmes donc via on leur offre une écoute téléphonique, un accueil, un accompagnement psychologique, social et juridique, mais aussi nous avons un secteur hébergement où les femmes peuvent être hébergées en cas de danger, avec une adresse confidentielle. Nous avons 3 maisons d'accueil et 58 lits en ce moment. Notre capacité a augmenté de 24 lits, de 34 lits en 4 ans. Vous savez qu'il y a seulement 4 maisons, 4 centres, je dirais, il y en a 3 chez nous, enfin nous en avons 3, mais il y a 4 centres dans la partie francophone, à Liège, à Charleroi, Solidarité Femmes, Tournai, La Consoude et nous. Donc ça fait en tout 150 lits seulement, qui accueillent des femmes victimes, uniquement des femmes victimes spécialisées de violences conjugales, Donc ce sont des centres spécialisés, c'est-à-dire qu'ils ont une approche spécialisée avec une lecture spécialisée. Voilà, tout l'accompagnement se fait pour les femmes victimes. Mais les autres femmes qui n'ont pas la chance d'accéder à notre centre vont dans les autres maisons d'accueil, je dirais tout venant, où il n'y a pas un accompagnement adapté. Donc, nous organisons aussi des ateliers d'éducation permanente très importants qui permettent aux femmes de créer vraiment un réseau après être partie du domicile conjugal, parce que vous savez qu'une des stratégies de l'auteur, c'est l'isolement. Donc, elle se trouve tout à fait isolée. Et donc, être accueillie en maison d'accueil, ça veut dire aussi recréer du lien avec d'autres femmes, rétablir du lien social, rétablir aussi une citoyenneté dont elles ont été coupées. Et les ateliers d'éducation permanente leur permettent vraiment de renouer des liens solidaires,
Mais dans ces ateliers, nous travaillons aussi, nous les amenons à réfléchir sur les mécanismes de domination à l'œuvre dans la société pour les déconstruire, pour que justement elles puissent, qu'elles ne reproduisent pas, comme c'est souvent le cas, ce rapport de domination qu'elles ont connu ou qu'elles ont appris, parce que la position de domination, dominant-dominé, c'est quelque chose qui s'apprend aussi. Alors, nous accueillons, nous avons 450 dossiers, nouveaux dossiers à peu près par an. Nous suivons au moins 1000 femmes, c'est-à-dire des femmes qui reviennent plusieurs fois, hein, c'est-à-dire que nous avons beaucoup plus de rendez-vous que ça, mais c'est à peu près 1000 femmes chaque année. Et 500 nouvelles. Les autres, ce sont des femmes que nous devons encore continuer à suivre. Alors, je vais essayer d'aller un peu plus vite comme ça. Donc, les femmes sont envoyées par l'ONE, par la police, par les médecins. Alors, je suis obligée de dire que nous recevons des hommes, parce que des hommes victimes, parce qu'il y a toujours quelqu'un dans les conférences, les colloques, qui nous dit oui, et les hommes victimes. Alors oui, nous recevons parfois des hommes victimes, 1 sur 200 femmes qui sont victimes, et je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais bon, nous les accueillons de la même façon, sauf que nous ne les hébergeons pas, hein, donc nous hébergeons uniquement les femmes avec les enfants. Alors, le centre est né, je vous disais, il y a 40 ans dans la mouvance féministe, et le centre qui s'appelait Collectif pour femmes battues à ce moment-là a tout de suite envisagé de lutter contre les violences conjugales simultanément sous plusieurs axes. D'abord en dénonçant les violences conjugales, parce que c'était très nécessaire à ce moment-là, c'est encore nécessaire, et d'alerter le politique sur ce phénomène de société, et en le nommant comme ça, et l'amener à prendre ses responsabilités. Très vite, nous avons travaillé la prévention, parce que les féministes, évidemment, avaient tout de suite compris que les violences étaient un continuum, étaient dans le continuum des violences du système patriarcal, et qu'elles étaient structurelles et systémiques, et qu'il fallait changer les mentalités, évidemment. Et elle s'est tout de suite outillée par une adresse secrète, une maison d'hébergement à adresse secrète, qu'elle a mis à la disposition des femmes victimes donc, de violences conjugales. Adresse confidentielle, on va dire. Elle leur a offert, dès ce moment-là, un accompagnement social, juridique, pour, pensait-elle, quitter le partenaire et sortir de la violence conjugale et ne plus retourner. Or, on se rend compte que c'est bien plus complexe que ça, que la violence dans la sphère privée, eh bien, c'est quelque chose qui était encore méconnu, et donc elles ont commencé à l'expérimenter, à l'apprendre. Elles ont très vite été voir ce qu'il y avait comme modèle de lecture à l'étranger. Il y avait à ce moment-là la lecture de l'escalade de violence et la lecture du cycle à 4 phases de la violence conjugale. Donc l'escalade de la violence, c'est ce qui consistait à dire que la violence commençait au plus bas par des violences verbales, et puis elle était croissante et elle terminait par l'homicide ou le suicide du conjoint. Et dans les cycles à 4 phases consistaient à dire que la violence s'installait petit à petit par une phase de tension d'abord, une phase d'explosion, la crise, et puis l'auteur se justifiait, la victime se culpabilisait, et terminait par la lune de miel. Moi, je dois dire qu'assez vite, cette grille de lecture ne me satisfaisait pas, parce que je voyais que dans certains couples où il correspondait vraiment plus à des couples où il y avait qui étaient construits sur un mariage romantique, où il fallait reséduire la femme par la lune de miel, se justifier, etc. Et je me rendais compte que beaucoup de femmes qui vivaient
un rapport de domination bien ancré parce qu'il était institutionnalisé dans leur pays, la lune de miel ou les justifications, elles n'avaient pas d'avoir lieu, quoi. Hein. Dès que l'auteur sentait bon de remettre de l'ordre et de remettre du pouvoir comme il l'entendait, il n'avait pas besoin de se justifier. Et beaucoup de femmes ne se reconnaissaient pas dans cette lecture, dans cette lecture-là. Et pourtant, nous avons fonctionné avec cette grille de lecture pendant une 30aine d'années, et il y en a encore qui l'utilisent maintenant. Et il commençait à être insuffisant et assez réducteur pour plusieurs personnes, puisque des fois, il y a des violences qui peuvent passer, qui peuvent devenir très très graves, sans passer par cet escalier de violence verbale, physique, sur les objets, etc. Et donc, on s'est très vite ouvert à une formation qui était proposée par le pôle de ressources wallon, qui donne des formations donc en Wallonie. Et d'ailleurs, cette année, il y a le pôle de ressources aussi, enfin l'équivalent qui va s'installer à Bruxelles, et on attend des subsides pour pouvoir donner ces mêmes formations avec une nouvelle grille de lecture qui s'appelle le PDC, processus de domination conjugale. Alors, cette grille de lecture, elle est beaucoup plus intéressante, elle est beaucoup plus complète et elle est plus proche de la réalité quotidienne. Et elle nous aide à différents niveaux, elle nous aide à être alertés sur la sécurité des femmes dans certaines situations, donc dans les situations qu'elle nous rapporte. Elle va nous aider à nous mettre des priorités dans les rendez-vous. Je vous expliquerai après comment les rendez-vous, c'est un gros problème pour nous recevoir les femmes, toutes les femmes assez rapidement, à mettre des priorités pour les entrées en maison d'hébergement et à élaborer des scénarios de sécurité avec les femmes. Alors, la situation à haut risque d'homicide est souvent estimée par les menaces, la violence dans le couple, les antécédents judiciaires, les armes, la prise de stupéfiants. Alors quand ils sont tous rassemblés, évidemment, il y a lieu de s'inquiéter. Mais nous avons vu que ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas du tout, parce qu'il n'y avait pas ces éléments-là, que le risque d'homicide est absent. Le modèle PDC, donc c'est un modèle qui a été élaboré par Bouchard et Denise Tremblay au Québec, qui est construit aussi à partir d'observations, d'expertises pratiques auprès des victimes et des agresseurs. C'est un modèle qui prend en considération les facteurs, évidemment, que nous avons précités. On ne peut sûrement pas les négliger, hein, les menaces, la présence d'armes, on ne peut sûrement pas négliger ça, mais il les met dans le contexte vécu. Le modèle prend en considération l'ensemble des dynamiques de violence conjugale, il évalue la sécurité, mais évidemment on ne peut prédire avec certitude les risques d'homicide. Ce qui est intéressant, c'est que l'analyse de la sécurité prend en compte l'évolution de la domination dans le temps. Il tient compte des stratégies de contrôle du partenaire, des stratégies de protection de la victime, du co-apprentissage de domination de l'auteur et de la victime. Il tient aussi en compte de la place que prend le réseau social, le réseau proche et le réseau secondaire, et les impacts de tous ces éléments sur la dynamique de violence conjugale. Alors tous ces éléments mis en contexte et en interaction nous permettent d'obtenir une appréciation plus précise, pas précise mais plus précise en tout cas, d'une dynamique de violence conjugale et par conséquent d'aiguiser notre évaluation de la sécurité des victimes afin d'élaborer des pistes d'intervention. Nous pouvons analyser les violences conjugales au-delà des agressions.
Je vais un petit peu expliquer en quelques mots parce que peut-être que c'est un petit peu confus, c'est pas évident. Voilà, donc ce qui est intéressant dans cette grille des lectures, c'est qu'elle est féministe, dans le sens où elle tient compte dans le processus de domination conjugale qui va se mettre à l'œuvre, elle tient compte aussi de la socialisation de l'auteur et de la victime, de la socialisation dans la famille, de la socialisation dans la société, c'est-à-dire des rapports de domination qui sont à l'œuvre. Ils les ont intégrés et ils vont les ramener dans leur couple, l'un et l'autre dans sa position. Alors, l'auteur va établir son pouvoir, sa domination dans le temps. Ce n'est pas quelque chose qui commence et qui se termine. Voilà, ça se termine. Donc, il vient déjà avec cette position-là de dominant et il va établir des stratégies qui vont aboutir à de l'emprise. Ces stratégies peuvent être des stratégies de justification, de contrôle, des justifications de système, des justifications de genre. Hein? Je te domine parce que tu es une femme, les femmes, c'est comme ça, la justice est contre moi. Ça, ce sont des justifications qu'il va apporter pour pouvoir justifier sa violence. Des justifications, je ne vais pas toutes les citer, mais des stratégies d'agression, des stratégies, c'est-à-dire frapper, des passages à l'acte, de négation, des stratégies d'attrition, hein, c'est le plus triste, c'est lui qui est de victimisation, d'attrition, c'est-à-dire qu'il va attrister tout le monde sur son sort, de victimisation. Et donc, c'est des stratégies qu'il va apprendre au fur et à mesure avec la victime, avec la manière dont elle va se positionner. Et elle va apprendre aussi de lui comment elle va aussi se protéger par rapport aux violences. Parce qu'on pense souvent qu'elle est inactive, mais même quand elle ne fait rien, elle est active, elle se protège en se subordonnant. Et donc c'est ce qu'on appelle des mécanismes de protection, de subordination. Donc elle se subordonne pour éviter les agressions, par exemple. Elle reste dans la domination, mais il n'y a plus d'agression. C'est en ça, le modèle de processus de domination conjugale est intéressant, parce que la domination reste même si les agressions ne sont pas là. Et l'agression pourrait venir, par exemple, dans des périodes où la victime échappe au pouvoir de l'agresseur, surtout au moment de la séparation. Alors, il y a aussi des mécanismes de protection qui sont le contre-pouvoir. Voilà, nous avons que le contre-pouvoir, c'est quelque chose qui peut être très dangereux pour la victime parce qu'il va déstabiliser l'auteur dans sa prise de pouvoir et donc il peut changer de stratégie pour pouvoir... Et là, on peut assister à une escalade de la violence et un changement de stratégie parce qu'il est déséquilibré et souvent le contre-pouvoir est très dangereux. Par exemple, un contre-pouvoir que nous connaissons, c'est la plainte. Quand la femme porte plainte, eh bien, elle a établi un contre-pouvoir. Il ne s'attend pas à ça. Et donc, ça peut être très dangereux pour elle. Quand elle pose plainte, nous devons... maintenant, nous ne disons plus aux femmes, il faut porter plainte. Nous assurons d'abord savoir si elle est protégée, quel danger elle encourt avant de porter plainte. Voilà, surtout quand elle reste au domicile. Quand on sait, souvent on lui dit, tu ne porteras plainte que quand tu seras parti et quand tu seras en hébergement. Alors il y a la protection de survie, ça c'est, je dirais, c'est la position ultime, c'est quand elle sait qu'elle ne peut plus rien faire, qu'elle ne sait plus rien faire, qu'elle a tout essayé. La survie, c'est les médicaments, l'alcool, la folie, la maladie mentale dans laquelle elle va se protéger pour pouvoir continuer à vivre le couple, mais sans subir ces agressions qui peuvent être douloureuses, trop douloureuses pour elle. Il y a aussi la position de résistance. Celle-là, elle est intéressante. Ça veut dire que la dame, elle a décidé qu'elle allait partir. Elle est encore en couple, mais elle décide qu'elle allait partir. Cette position-là, souvent, l'auteur ne le sait pas.
elle est aussi dangereuse, ça veut dire qu'il ne doit pas savoir qu'elle part. Donc elle va trouver des alliés avec les intervenants et elle prépare son départ. Donc c'est intéressant pour nous de voir tous ces mécanismes de protection qu'elle a mis en route déjà, quelles sont ses ressources et qu'est-ce qu'elle peut encore mettre en route. Parfois, quand la femme vient chez nous, on lui propose même d'avoir la position basse, oui, de se subordonner pour pouvoir partir et préparer son départ. Parce que revenir en disant, il y en a qui le font, ben écoute, moi je vais partir, c'est très dangereux pour elle. Parce qu'on sait très bien que les féminicides, c'est au moment de la séparation qui se passe ou quelque temps après la séparation. Voilà, nous étudions aussi la dynamique de domination, ce qu'elle dit, est-ce qu'elle est à risque, est-ce qu'elle est fonctionnelle, est-ce qu'elle est chaotique. Alors selon les positions qu'elle va adapter, par exemple le contre-pouvoir, c'est très chaotique, c'est la plus dangereuse. Hein, en tout cas, quand elle est encore avec lui. Hein. Et donc, c'est très intéressant pour nous parce qu'on peut voir, par exemple, dans une situation de domination, où le conjoint a installé un contrôle social, économique, administratif. Par exemple, je pense aux femmes qui viennent par le biais du regroupement familial et qui vont perdre leur titre de séjour si elles quittent, si elles ne répondent plus aux conditions de cohabitation de 5 ans. Bon, pour pouvoir... elles sont violentées et... il ne va pas utiliser des stratégies d'agression, puisqu'il sait très bien que les agressions, ce sont des preuves de violence, et que si elle part avec des preuves de violence, elle peut maintenir son titre de séjour. Et donc, une des formes de violence, c'est ce chantage au papier. C'est de pouvoir la maintenir sa position sans qu'il puisse y avoir des preuves de violence. Et alors, dans ce cas-là, elle va porter plainte avec quoi? Souvent, c'est trop tard, elle n'a pas rassemblé les preuves de violence. Et donc là, on peut questionner le bracelet anti-rapprochement dans le sens où il faut une plainte, il faut une condamnation, alors qu'elle peut être vraiment en danger quand elle est partie. Il n'y a pas eu de plainte, quoi. Donc en ça, le processus de domination conjugale, si les policiers, les magistrats, les juges sont formés, ils peuvent vraiment bien comprendre les positions dans lesquelles les femmes peuvent se trouver, les impacts de la violence, comme par exemple, je dirais, elles peuvent parfois être dans l'ambivalence, avoir des positions tout à fait inadéquates ou inappropriées, que les intervenants extérieurs qui ne connaissent pas la violence conjugale n'arrivent pas à déterminer et que l'auteur de la violence va utiliser en les accusant de folles. Vous voyez qu'est-ce qu'elle fait avec ses enfants là, ça ne va pas du tout. Et donc, il peut vraiment trouver des alliés chez les intervenants, même chez la justice ou la police, pour justifier les positions en disant que c'est à cause de ça que tout ça est arrivé, alors que c'est un impact, ce sont les conséquences. Et ça, c'est très important d'avoir cette lecture-là. Donc, actuellement au centre, je dirais, fort d'une expérience de 40 ans, avec les lois, les mesures de protection, avec les plans d'action nationale, les campagnes, fort d'une équipe qui est devenue experte, fort de 24 lits supplémentaires depuis 4 ans, nous ne faisons pas face au nombre de demandes d'appels et des appels au secours des victimes qui ont besoin d'écoute, d'accompagnement et surtout de protection. Une femme attend 2 à 3, voire 4 semaines pour avoir un rendez-vous au centre. Il y a de plus en plus de femmes, parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui disent non. Mais voilà, les femmes sont touchées par les campagnes de sensibilisation, mais évidemment, les hommes continuent à maintenir leur position parce qu'ils veulent continuer à maintenir leurs privilèges. Et donc, on se rend compte qu'on est vraiment dans une période comme ça où les choses bougent. Et les dominants, en général, n'aiment pas que les choses bougent parce qu'ils veulent garder leurs privilèges et leur position de pouvoir. Et donc,
Quand les femmes disent non, c'est très dangereux pour elles. Tout changement de statut, tout changement dans leur vie est dangereux pour toutes les femmes. Alors, parfois, on les voit débarquer avec leur enfant qu'elles n'ont pas amené à l'école le matin. Elles attendent que nous terminions un rendez-vous. Joséphine, par exemple, il y a 15 jours, est arrivée à 9h. La police était intervenue chez elle la veille. Je dirais, il avait l'habitude de fermer à clé, d'enlever les GSM, mais là, cette fois-là, c'est son petit garçon. Joséphine est revenue par regroupement familial. Hein. Et c'est son petit garçon de 9 ans qui a pu se sauver. Son père ne l'a pas vu parce qu'il était occupé à frapper sa femme et à la violenter. Donc il est sorti dans la rue, il a appelé la police. La police est intervenue, ils ont frappé, voilà, il a ouvert la porte, ça l'a pu partir. Et elle a été hébergée par un pasteur cette nuit-là. Et elle est arrivée chez nous, donc elle a téléphoné, on lui a dit qu'il n'y avait pas de place. Elle est arrivée avec pas avec ses valises, parce que son fils devait aller à la classe, en classe verte, et donc il n'a pas été, elle est venue avec la valise du fils. Donc elle est arrivée à 9h, elle nous a attendu, elle a attendu qu'on termine notre entretien, et puis on s'est mis à deux, on a cherché, on a trouvé une place à Mons au Vif. C'est une structure qui accueille en urgence les femmes victimes de violences conjugales. Ça, je trouve que c'est très bien, parce que ça, nous manquons ça d'ici. Donc, des femmes qui n'accueillent que les femmes victimes de violences conjugales, dans un endroit assez décent, pas comme le SAMU, où souvent, c'est vraiment très... Même nous, on a du mal à les envoyer au SAMU. Et donc, là, il y avait une place, parce qu'elles restent que 15 jours, et puis après, elles sont orientées. Là, il y avait une place, mais en attendant, il fallait... moi, j'ai lu son PV. Il y avait quelques lignes, des petits crabouchas écrits par la police. Enfin, je m'excuse. Hein. Dans une minute. Alors il a fallu lui trouver une maison d'accueil et refaire le PV, parce que la police n'avait pas écrit que les enfants étaient victimes de violences conjugales, alors que... et quand on est retourné, je suis retournée avec elle. Bon, ils l'ont traitée de menteuse. Ils n'ont pas voulu reprendre les violences que les enfants avaient vécues difficilement, en disant que les violences psychologiques, ma foi, et le fait qu'ils étaient grondés tous les jours, ça faisait partie de l'éducation africaine, qui sont un peu dures avec les enfants, donc c'était pas vraiment de la violence. Pas très bien compris pourquoi ils excusaient le partenaire. Bref, moi je me suis retrouvée à 23h avec elle au Vif pour l'accompagner jusque-là. Et elle avait et madame, elle travaillait depuis 3 mois au fait, et ce changement de statut a ranimé l'escalade de violence, quoi. Et donc, en allant à Mons, elle a perdu son emploi, hein, puisqu'elle venait ici de Bruxelles, elle a perdu son emploi, alors que c'était très important pour elle. Donc c'était une femme qui, avec ses revenus, elle pouvait aussi garder son titre de séjour. Voilà, j'ai encore beaucoup de choses à dire. Dommage que je n'ai pas fini, j'ai pas su... Je peux encore un petit peu ? Mais peut-être qu'après, questions, on va avec passer... les questions et tout ça, j'introduirai un petit peu ce qui me reste à dire. D'accord, je passe la parole tout de suite à... Alors, Olivier. Bonjour, donc effectivement Olivier Sloss, commissaire de police, porte-parole de la zone de police Bruxelles-Capitale-XL, mais pas que porte-parole, enfin je suis d'ailleurs le deuxième, Donc Olivier Sloss, porte-parole de la zone de police Bruxelles-Capitale-XL, mais pas que ça, je suis chargé de projet de la contribution policière au centre de prise en charge des violences sexuelles de Bruxelles qui se trouve à l'hôpital Saint-Pierre. Je voudrais d'abord remercier pour l'invitation, et non seulement pour l'invitation, mais aussi pour le contenu des interventions de ce matin, puisque venir comme policier, et tu viens de le prouver, ce n'est pas chose évidente de venir comme policier à un débat sur le féminicide, mais ça doit être quelque chose de non patriarcal. Je me sens en sécurité grâce aux 2 récits de ce matin. Je peux parler parce que effectivement, il y a une analyse plus large qui est faite de
la problématique et des solutions possibles. Comme j'ai dit, porte-parole et chargé de projet, les deux sont un peu liés, dans le sens que être porte-parole d'une institution, on doit croire en cette institution pour pouvoir le faire. Hein. Et donc, si je réduis cette institution au récit, et je ne les conteste pas, ils sont réels, hein, je les entends quand je vais parler avec les associations, les institutions, quand on prend le temps d'écouter les gens. Ces incidents, ces problèmes sont bel et bien là. Mais je sais aussi, et ça c'est la difficulté de l'exercice pour moi, c'est que c'est difficile à concilier avec une autre image que j'ai aussi de la police et des gens qui travaillent là-dedans. Il y a quand même pas mal de gens bienveillants qui mettent de l'énergie, qui cherchent des solutions, etc., qui passent du temps, passent des coups de fil, qui écoutent les personnes, font des PV, etc. C'est une deuxième partie du puzzle. Une troisième partie du puzzle vient de s'ajouter il y a quelques jours. J'entends parler d'une collègue policière, victime de violences intrafamiliales à son domicile, hein, auteur, collègue, aussi policier. Et cette personne ne désire pas nécessairement déposer plainte non plus. Hein. Donc je crois que ça illustre bien ce qui a été dit là tantôt, que le trajet pénal, hein, qui est bien souvent mis en avance comme quasi le seul trajet possible, hein, de nos jours, n'est pas nécessairement l'unique trajet ou même, si on va plus loin, le trajet qui peut offrir des solutions à la problématique. On a parlé de P, là, les 4 P. Hein, cette approche intégrale, j'y crois beaucoup. Mais je crois que je voudrais ajouter un 5e P, c'est le P de piège. Quels sont les pièges? Les pièges sont la réduction, hein, du problème à un problème de prise en charge pénale et de trajet judiciaire. Et donc aussi pour nous, la réduction de l'interaction qu'on a avec une victime à une interaction qui sert des intérêts, hein, judiciaires. Il y a d'autres sens à cette interaction avec une victime. Et alors, d'autres pièges pour moi, qui étaient aussi assez présents dans les interventions, et que j'entends souvent aussi, c'est réduire à un problème de formation et de sensibilisation. Je ne vais pas dire par là que la formation et la sensibilisation n'est pas importante. J'ai été responsable des formations en interne, donc j'y crois aussi. Mais, et c'est là que le CPVS m'a appris beaucoup, hein, le Centre de prise en charge de violences sexuelles m'a appris beaucoup, c'est que on a cherché des gens pour travailler là-dedans, des volontaires. On a fait un appel, on a fait des commissions, on a creusé leur motivation. Et ces gens, hein, quasi chaque personne individuellement, me racontait que sa motivation venait du fait qu'elle savait ce qu'il fallait faire, quelles étaient les bonnes choses à faire avec les victimes, mais était incapable de les faire dans la structure et dans la façon de travailler actuelle. Et donc je crois que au-dessus, hein, ça a été abordé brièvement aussi, mais ou avant même la formation, il faut vraiment réfléchir à des structures d'accueil qui permettent de faire les bonnes choses, comme je le dis. Et donc un de nos pièges ou un de nos problèmes, c'est effectivement que lorsque les gens rentrent en contact avec nous, on les endommage encore plus. Hein, ils deviennent victimes de violences ou de victimisation secondaire. Alors, le CPVS, peut-être, il a été mentionné, je vais quand même brièvement l'expliquer aussi. C'est quoi? C'est un endroit, à l'hôpital Saint-Pierre, hein, où une victime de violence sexuelle, mais définie comme viol et attentat à la pudeur, peut entrer à n'importe quel moment de la journée, 24 heures sur 24, 7 sur 7, et il y a une prise en charge par ce qui s'appelle une infirmière médico-légale, donc quelqu'un du corps médical spécifiquement formé au premier contact avec les victimes de violences sexuelles, qui va faire la prise en charge médicale, la prise en charge psychosociale, et qui va rapidement basculer dans une prise en charge médico-légale aussi, une recherche de traces, hein, une prise d'échantillons, etc. La police peut intervenir, hein, elle a son propre local dans ce CPVS, et si la victime le souhaite, des policiers spécifiquement formés se rendent dans le CPVS, ils ont leur local d'audition, ils prennent l'audition de la victime sur place. Donc pour la victime, plusieurs avantages, c'est que tout se passe à un endroit, hein, on fait des sur-mesure, et ça c'est vraiment un aspect innovatif du CPVS, c'est que la personne ne doit pas nécessairement directement déposer plainte.
Et donc, cette infirmière médico-légale peut faire une récolte de traces et d'échantillons, les mettre à côté, enfin de côté, dans un frigo non judiciaire, on l'appelle. Et donc, si la victime par après décide, je vais quand même déposer plainte, ben, les preuves, elles sont bien là, elles n'ont pas été perdues. Et donc, c'est un avantage aussi. Quel est l'avantage pour la victime? C'est qu'on tient compte de ses besoins, de la vitesse à laquelle elle va avancer dans le trajet, et on ne la réduit pas au statut de victime. Donc elle devient un acteur actif, avec un pouvoir de décision. Je dépose plainte, je ne dépose pas plainte, sans que ça entraîne des conséquences si cette décision est prise directement. Dernier truc que je voulais dire, c'est que, et c'est dans le suivi de ce que la professeure Bertrand a dit, c'est que, comme police et justice, on doit se questionner par rapport à ce qu'on peut apporter dans une situation de violence conjugale, violence intrafamiliale. Et je formule ça, mais de façon moins juridique que la professeure, que ce qu'on peut contribuer, c'est la sécurité. Nos missions, c'est ça, la sécurité. Pour le trajet judiciaire, effectivement, le rappel de la norme sociétale pour dire, voilà, ça c'est un conflit acceptable dans notre société, ça c'est une forme de conflit qui n'est pas acceptable dans notre société. Et peut-être dernière chose, que cette interaction qu'on a avec une victime, donc l'audition qu'on prend, qui entame ce trajet judiciaire, elle sert aussi à détecter les risques, mais elle sert aussi comme porte d'ouverture vers quelque chose de meilleur, peut-être, l'après-demain de cette intervention. Et pour cette amélioration de la situation, ben, on a besoin des autres acteurs. C'est pas nous, c'est ni la police ni la justice qui auront cet impact sur une situation. Et donc personnellement, et pas uniquement personnellement, on est plusieurs à Bruxelles et d'institutions différentes, néerlandophones et francophones à y croire, c'est qu'une approche multisectorielle et multidisciplinaire de ce genre de problème peut sérieusement améliorer l'impact qu'on a dans ces situations. Qu'est-ce que ça veut dire, une approche multidisciplinaire? C'est que tous ces acteurs professionnels détectent mieux les opportunités et les exploitent. Donc nous, on assure, on peut, parfois on réussit à le faire avec le parquet, d'assurer une sécurité pendant quelques temps, mais pas de durée indéterminée. Quelqu'un ne va pas être en prison pour le restant de sa vie. Il va sortir à un moment donné, mais il y a une petite fenêtre d'opportunité pendant laquelle un travail peut être fait, tant au niveau de l'auteur qu'au niveau de la victime. Et s'il n'y a pas de coordination, ben, ces opportunités nous échappent, on ne les remarque même pas. Les acteurs ne les remarquent même pas. Donc, depuis un an, on est occupé à essayer ça revient pour moi, à essayer de transposer ce qu'on a appris dans le CPVS à la violence intrafamiliale et conjugale de façon large, avec le parquet de Bruxelles, les deux maisons de justice, Praxis est là, le centre de prévention est là aussi, les acteurs néerlandophones, bon, c'est Bruxelles, donc institutionnellement c'est excessivement complexe, mais voilà, donc ça nous a pris un an pour avoir plus ou moins un langage commun, et donc il y a quelques semaines on s'est autoproclamé comité de pilotage qui va qui va décider des procédures, comment cette multidisciplinarité, elle va se dérouler, quelles sont les informations qui peuvent être partagées ou pas partagées, comment on le fait dans le respect du travail de l'un et de l'autre. Et donc on avance petit à petit. Je comprends que ce n'est pas la vitesse souhaitée, ce n'est pas la mienne non plus, mais je crois qu'il faut rêver à un moment donné. Il faut poser le drapeau quelque part. Le drapeau, il est dans le travail multidisciplinaire, il est dans des guichets uniques, où une personne ne doit franchir qu'une seule porte pour avoir accès à tous ces services. Et au-delà de ça, c'est un guichet unique, mobile, qui se déplace vers les victimes ou vers les quartiers où c'est nécessaire. Voilà, c'est un peu ce que je voudrais dire pour commencer. Je suppose qu'il y aura des questions par après. Je suis à votre écoute. Donc Sylvie, si tu pouvais venir. Même ici pour
le micro. Voilà, donc on va commencer une discussion avec vous, voilà, que je remercie encore au nom du Conseil des femmes et de la Fédération des Amis de la morale laïque d'être présents. Merci aussi pour ces deux contributions qui, dans le prolongement de ce qui s'est dit ce matin, avec les constats, l'historique, les constats, et puis une réflexion sur la réponse pénale comme seule réponse à ce fléau généralisé que représente la violence envers les femmes. On a ici vraiment le retour du terrain, c'est-à-dire à la fois sur le long terme, comment le centre de prévention des violences conjugales et familiales a évolué aussi par rapport à la situation, aux nouveaux enjeux, les lacunes, ça c'est quand même très clair, mais aussi comment, avec le travail qui se fait au niveau de la police et de la justice, on voit bien la nécessité de réfléchir à cette réponse pénale que le professeur Diane Bernard nous a brillamment mis entre les mains ce matin et dont il faudra bien faire quelque chose à un moment donné, mais quand ? Ce que je voudrais d'abord faire, c'est vous signaler et remercier la secrétaire d'État Nawal Benamou d'être avec nous, donc qui est en charge des droits des femmes, de l'égalité ici à la région de Bruxelles. Et peut-être, avant de vous donner la parole, poser une question à nos deux intervenants sur la question de la prise en charge chez Amina Zaza. Donc vous dites que au fond, il y a 4 ou 5 centres maximum, enfin des refuges pour femmes violentées en Fédération Wallonie-Bruxelles, et je pense un peu moins de 150 lits, c'est ça ? Voilà. Donc quand on voit le nombre de PV pour violence, alors c'est très clair qu'il y a une disparité terrible et qu'au fond, la première mission de l'État, c'est quand même de faire respecter le premier droit fondamental qui est celui à l'intégrité physique des citoyennes et des citoyens. Alors on ne peut pas ouvrir des refuges partout tout le temps, mais quelle serait votre recommandation à l'égard des politiques ? Quel serait finalement un seuil acceptable au niveau du nombre de la localisation de ces refuges et du nombre de lits qui serait souhaitable d'avoir aujourd'hui, même si, vous l'avez bien signalé, et ça c'était très intéressant, c'est que les campagnes de sensibilisation incitent les femmes à porter plainte et qu'à ce moment-là, évidemment, les questions de la violence peuvent ou se déclencher ou augmenter et redoubler. Donc là, on voit aussi qu'il y a quelque chose qu'il va falloir réfléchir au niveau de l'impact de la sensibilisation, parce que si on sensibilise pour les femmes qui vont porter plainte, qui après en subissent des conséquences encore plus dramatiques, alors là, on aura raté le coche. Mais sur la première question, est-ce que vous avez une évaluation qui formerait finalement un maillage qui pourrait être, disons, un peu plus en phase avec les besoins ? Tu veux bien ? J'allais terminer en disant que nous avons une liste d'attente. Alors que nous avons 58 lits, nous avons une liste d'attente. Vous savez combien il y a de familles qui attendent avec enfants ? 24. C'est énorme, 24. Et elles attendent... là, il y a des femmes qui viennent d'entrer. Donc ça veut dire que celles qui sont au début de la liste vont attendre 3 mois au moins. Et celles qui sont en fin de liste... elles vont attendre 6 mois. En attendant, ça veut dire qu'elles ont été au SAMU, à Ariane ou dans des autres maisons d'accueil. Donc vous imaginez tout le parcours que les enfants vont faire, quoi. Voilà. Et donc ça, c'est très dangereux quand les femmes retournent après être parties. Parce que le partenaire va bien asseoir sa violence. Et donc moi, je pense que les lits d'urgence comme il y a à Mons... Je trouve que c'est pas mal, ça. Parce que ça permet de désengorger un petit peu le... Voilà. Mais c'est vrai qu'à Mons, les femmes qui sont à Mons, les logements sont moins coûteux aussi. Hein. Donc les femmes ne vont pas rester tous les 15 jours. Elles peuvent partir plus facilement. Vous voulez dire au niveau des loyers ? Les loyers, c'est moins cher qu'à Bruxelles, c'est un très grand oui. problème. C'est ça qui fait aussi que les femmes restent longtemps chez nous. Et elles ont encore besoin de soutien. Et on sait que post-séparation,
eh bien, elle est plus grave, elle peut passer là où on passe à l'acte. Et donc, nous devons nous assurer que les femmes soient moins dans une sévérité au niveau de leur sécurité. Par exemple, ce qui nous ennuie très fort, c'est la lenteur des procédures de l'établissement des droits de garde, etc. Parce que souvent, elles partent de chez nous alors que les mesures urgentes et provisoires, eh bien, elles ont du mal à s'établir, la garde n'est pas encore établie. Et donc ça, c'est très dangereux pour l'exercice du droit de visite. En fait, la longueur de la procédure sert l'auteur à maintenir ses stratégies et à mettre un petit peu, à s'allier avec tous les intervenants, avec la justice, la police, à pointer du doigt certaines choses, à continuer à la surveiller, à la harceler. Donc, si je comprends bien, et donc ça, on reviendra très certainement sur l'exemple espagnol où, très clairement, il y a un tribunal spécial qui agit directement. Donc ça, c'est vraiment la question de la rapidité, c'est important. Oui. Et je pense que sur la question du logement, nous entendrons la secrétaire d'État qui est aussi en charge du logement à Bruxelles, qui est un gros problème indépendamment de la question des violences. Mais bon, elle est en charge des deux thématiques, donc ce sera peut-être intéressant de voir comment on pourrait coupler ces deux compétences. Et alors la question que je voudrais poser à Olivier Sloss avant de vous donner la parole, c'est à propos de ce comité de pilotage. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a une prise en compte de la nécessité non seulement de mettre dans le processus la police et la justice, mais que ce qui se passe sur le plan judiciaire soit référé aux associations pour que les personnes qui entament un parcours pour lutter au niveau pénal ou judiciaire contre leur agresseur puissent être entendues, recueillies et prises en charge au cours de ce parcours et bien entendu à l'issue de ce parcours. Donc ce comité de pilotage, vous avez dit maintenant que vous aviez plusieurs axes d'action, dont ce guichet unique et mobile. Est-ce que dans ce comité de pilotage, il y a déjà des associations avec lesquelles vous travaillez? Et lesquelles éventuellement? Oui, donc pour être tout à fait clair, le guichet unique mobile, c'est au niveau du rêve, hein, mais quelqu'un doit avoir le rêve, et donc je ne suis pas seul d'ailleurs à l'avoir, donc ce qui est déjà une bonne chose. Par rapport à ce comité de pilotage, qui est à bord pour le moment, police Bruxelles Capitale XL, le parquet de Bruxelles, les deux maisons de justice. Je vais probablement oublier des acteurs, surtout du côté francophone, parce que le terrain est très complexe. Du côté flamand, c'est le CAW, Kind en Gezin, le Vertrouwenszentrum Kindermishandeling, du côté francophone, effectivement, Praxis, le centre de prévention. On essaye, mais voilà, c'est la difficulté des lectures différentes, des choses comme le secret professionnel, etc. SOS Enfants, on est en négociation, l'ONE, hein, on essaye d'avoir à bord aussi, mais voilà, on sait aussi que, il n'y a pas que des regards sur le secret médical ou professionnel qui sont en jeu, il y a aussi, c'est ce que certaines institutions me disent, au niveau légal, hein, du côté francophone, des conditions à créer pour pouvoir travailler dans la multidisciplinarité. Donc ça, mais je ne suis pas juriste, et donc il y a d'autres institutions mieux placées pour expliquer le problème exactement, mais en tout cas, il y a une volonté, hein, de collaborer et de réfléchir à des règles, une structure. Je dois quand même préciser qu'une approche multidisciplinaire, quand on regarde les projets existants en Belgique, c'est pour des cas complexes. Hein, donc, c'est une partie du puzzle. Hein, donc, c'est bien souvent le moteur de ce que... Enfin, le nom a déjà été cité, donc je ne suis pas le premier à le citer. C'est un Family Justice Center. Hein, donc, souvent, le moteur de ce genre d'approche, c'est une coordination de cas, hein, une approche multidisciplinaire. Il y a d'autres éléments à ce genre d'approche multidisciplinaire où la multidisciplinarité est un plus, c'est dans la taxation du risque. Hein, donc le fait d'avoir une lecture d'une situation, mais commune. Hein, donc on a parlé du processus de domination conjugale comme grille de lecture, mais il y a aussi ces regards très différents. Hein, donc quelqu'un,
être autour de la table avec des gens qui portent un regard sur les intérêts des enfants dans une situation, l'intérêt de la femme, de la victime, de l'auteur, etc. Tous ces regards ensemble permettent d'avoir une vue beaucoup plus complète d'une situation, tant au niveau des facteurs à risque que des facteurs, des ressources quelque part pour avoir des accroches positives et garantir une sécurité, avoir, je sais pas, des pistes d'amélioration, etc. Donc ça c'est un avantage aussi. Là, donc il y a plusieurs projets en même temps, donc, et il n'y a pas que chez nous des projets qui sont intéressants au niveau de cette multidisciplinarité. Il y a notamment un outil de taxation de risque qui est en phase test dans plusieurs zones de police. Un projet qui est initié par le parquet général de Liège, qui en fait traduit un peu ce qu'il y avait déjà. On a parlé de la circulaire violence intrafamiliale, il y a aussi une audition type ou un scénario type qui est en annexe de cette circulaire, qui traduit un peu ces questions-là et ces thèmes qu'il faut aborder dans les termes du processus de domination conjugale. Et donc pour pouvoir ressortir vraiment les éléments, les facteurs à risque clé, et pour pouvoir, avec le parquet, en peu de temps, avoir mettre en avant-plan les dossiers les plus importants. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme projet où la multidisciplinarité joue? C'est un projet qui est en cours dans la zone de police de Gand, où il y a aussi une circulaire qui crée le cadre, mais il faut d'abord techniquement le tester. C'est un bouton d'alerte stalking, harcèlement. Ce qui est un premier bon pas. Le côté négatif, c'est que la responsabilité réside chez la victime, naturellement. Et donc, quand on prend l'exemple espagnol, on peut faire des choses avec l'auteur aussi pour le responsabiliser, avec un bracelet qui déclenche une alarme quand il s'approche de la victime. Mais c'est quoi le bouton d'alerte stalking? C'est une personne dont la situation a été analysée de façon multidisciplinaire pour dire qu'il y a une situation de danger aiguë, elle peut disposer d'un bouton, ce n'est qu'un bouton Bluetooth relié au GSM qui, en appuyant sur le bouton, en fait, un message automatisé part à la police reçoit un message et voilà, on met la sirène et l'effet bleu et on va tout de suite sur place. Donc l'avantage de ce genre de choses, c'est que l'évaluation de la situation se fait une fois. Et puis elle est automatisée, parce que la victime ne doit plus réexpliquer par téléphone, voilà ce qui se passe, et puis le policier qui demande, oui, vous êtes sûr, c'est la première fois, attendez un peu, etc. Non, il n'y a aucune évaluation qui est faite. Le bouton élimine l'évaluation et on assure la sécurité dans l'immédiat. L'avantage, c'est que la victime ne doit pas sortir son GSM pour nous appeler, parce que, bon, voilà, le suspect sait aussi ce qui va se passer quand le GSM sort. Donc voilà, ça peut se faire de façon discrète, même si le GSM est déjà dans les mains du suspect. Donc il y a le bouton Bluetooth à un certain rayon dans lequel il peut être actionné. Donc voilà, il y a plusieurs projets qui sont en cours en même temps, où toujours derrière, il y a cette vision, cette idéologie, je vais appeler ça vision plutôt de multidisciplinarité, comme avantage dans la lecture d'une situation et dans l'estimation des risques dans des situations. Merci beaucoup, Olivier. Donc maintenant, levez la main les personnes qui souhaitent prendre la parole. Alors, je vais faire 3 par 3, ça va? Donc peut-être Diane, ici, Anne-Marie, Delphine, et après, je vous donnerai la parole à vous 3. D'accord. Vas-y, Diane. Merci beaucoup. J'avais une réaction et une question pour tous les deux, elles sont liées. La première réaction, c'est que je remarque que tous les deux, vous avez évoqué les enfants. Et donc, je voulais quand même rappeler que d'un point de vue juridique, il n'y a pas tellement de questions sur l'intérêt de l'enfant à se poser à partir du moment où, selon la Convention d'Istanbul, un enfant d'un couple dans lequel il y a des violences est victime de ces violences-là aussi. Et je trouve que souvent, dans le discours, pas dans le vôtre, mais c'est souvent oublié. Et moi, j'avoue que je trouve que c'est vraiment problématique, et pas d'abord d'un point de vue juridique, même si c'est en fait contraire au droit, mais d'entendre encore si souvent « monsieur est un mauvais mari, mais est un bon père ». Et donc ça, c'est quand même quelque chose qu'on entend encore très souvent, et je trouve qu'il faut marteler le fait que c'est contraire à la loi, enfin c'est contraire à la Convention d'Istanbul, mais ça, je crois qu'il faut vraiment pas l'oublier. Ça, c'était ma réaction. Mais ma question portait sur la question du logement.
Donc là, c'est sûr que c'est plus qu'une petite problématique, hein. On entend à quel point le sans-abrisme chez les femmes est lié aux violences qu'elles ont subies, parfois très loin, et parfois c'est des histoires de violences qui remontent à l'enfance, etc. Mais on voit qu'il y a vraiment un lien, et on voit aussi à quel point vous avez évoqué aussi la question des titres de séjour. C'est ces femmes qui sont entre le marteau et l'enclume, quoi. C'est violence et question de droit de séjour, avec toute la question des enfants. Mais bref, juridiquement, il me semble qu'à l'heure actuelle, on a deux clés qui s'offrent à nous. C'est l'interdiction temporaire de logement, donc qui peut quand même être activée en principe même au milieu de la nuit, hein. Le magistrat de garde peut interdire aux conjoints violents d'accéder au logement familial pendant 14 jours. Alors il y a plein de problèmes à ça, etc., parce que le tribunal de la famille doit normalement du coup se prononcer dans les 14 jours, et ça, bon, c'est compliqué, mais je voulais vous poser la question à vous qui connaissez. Pourquoi est-ce que cette clé-là est si peu utilisée? On se rend quand même compte aujourd'hui, enfin c'est plutôt aux policiers ici que je m'adresse aussi pour le terrain. Pourquoi est-ce que ce qui paraît finalement pas si compliqué à faire, c'est un PV, bon, pourquoi c'est si peu fait? Et ma question pour vous, Madame Zaza, portait plutôt sur l'autre clé juridique qui existe. Donc ça, c'est l'attribution préférentielle du logement qui peut être prononcée par le tribunal de la famille. Alors il pose aussi beaucoup de questions, puisque le juge peut décider d'attribuer le logement familial à la femme, mais si le couple était locataire, le bailleur peut décider qu'en fait madame n'est pas assez solvable. Lui, il a loué à monsieur et madame, et souvent monsieur a plus de moyens, et donc le contrat de bail tombe, donc c'est problématique. Si le couple est propriétaire, il faut évidemment demander que l'attribution soit à titre gratuit, puisque sinon madame en vient parfois à devoir verser une compensation financière à monsieur, puisqu'il est copropriétaire de la chose. Bon, voilà, donc il y a plein de problèmes, mais moi la question que j'avais envie de vous adresser, c'était: est-ce que, comme on l'entend parfois de la part de certaines associations de terrain en matière de logement, est-ce qu'en fait cette clé-là, cette solution de l'attribution préférentielle du logement, elle n'est pas bonne, parce que monsieur saura toujours où se trouve madame? Et donc, est-ce que le fait que le logement qui pourrait là, et ce n'est pas toujours bien fait, etc., mais ça existe, est-ce qu'en fait, c'est pas une bonne solution, selon vous? Voilà, donc. Merci Diane. Anne-Marie et puis Delphine. Je remercie évidemment de cette journée, mais ma constatation est qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'hommes dans cette salle. Alors, ma question serait s'il le veut bien, un ou plusieurs hommes puissent partager avec nous leurs réflexions, leurs sentiments suite aux interventions de cette journée. Merci. Et Delphine. Je suis assise à côté d'un homme, je lui céderai la parole s'il le souhaite. Mais j'avais une remarque d'ordre général et puis une question plutôt adressée à Diane Bertrand. Une remarque sur le fait qu'en effet, vous l'avez dit, on le sait tous, les violences faites aux femmes et le féminicide touchent toutes les classes sociales, chez les riches, chez les pauvres, tous les milieux, toutes les cultures, etc. Ok. Cela dit, je pense qu'on ne peut pas et on ne doit pas ne pas avoir une attention toute particulière aux femmes en situation de pauvreté et de précarité dans les plans de lutte faits aux femmes. Et qu'on est obligé, me semble-t-il, de concilier, de faire croiser nos politiques publiques de lutte contre la pauvreté, et que dans ces politiques de lutte contre les pauvretés, on ait une attention toute particulière à la situation des femmes, et que dans les plans de lutte contre les violences, on soit sensible aussi aux femmes qui sont en situation de pauvreté, parce que toutes les femmes sont également potentiellement des cibles de ces violences, mais elles ne les vivront pas de la même manière selon leurs conditions socio-économiques. Donc je pense que ça doit attirer toute notre attention. J'avais une question, enfin j'en aurais plein, mais quelque chose que je trouve vraiment intéressant et qui est un début de réflexion que vous avez lancé, notamment sur la question de la réponse pénale comme solution, comme non-solution, ou comme solution très limitée, etc. Je ferai la pub d'ailleurs du dernier numéro de la revue Politique sur le consentement et sur le viol notamment, et qui montre un peu le spectre du positionnement politique des partis en fonction de ces politiques-là comme solution. Je trouvais ça assez intéressant. Moi, je suis une femme de gauche, donc comme tous les partis de gauche, je privilégierai toujours les politiques de prévention aux politiques de sanction et de répression.
Et j'entends la réflexion que tu as posée comme posant des limites, avec beaucoup de questions, pas beaucoup de réponses. Et j'ai très envie de rentrer là-dedans. Maintenant, c'est un peu vertigineux. Je trouve que c'est le courage des féministes. On voit là d'ailleurs le courage des féministes d'oser poser les questions les plus complexes, puisqu'on est là en train de penser les solutions pour éradiquer, comme tu l'as dit Sylvie, éradiquer les violences faites aux femmes. Et en même temps, on est en train de se poser la question de l'abolition des prisons. Donc je trouve que c'est extrêmement courageux. Mais ma question est, mener cette réflexion est nécessaire, je pense, avec prudence, etc., avec tous les garde-fous qu'il faudra. Mais la mener en même temps d'une situation où on est dans une totale impunité des auteurs victimes de violences, je trouve ça complètement schizophrénique, quoi. Tu l'as dit, tu l'as démontré par les chiffres, Sylvie. Le nombre entre les 15% de femmes qui osent déposer plainte, etc., et puis quand on arrive, et tu as fait toute cette soustraction des proportions, donc on en arrive finalement à une quasi-impunité, hein, vraiment. Voilà. Et en même temps, nous-mêmes féministes, nous-mêmes femmes engagées contre les violences, nous allons reposer la question des sanctions pénales. Donc c'est quelque chose qui me met dans une grande perplexité, enfin oui, une grande confusion. Merci Delphine. Donc peut-être Olivier sur la clé éloignement, Yamina sur la clé attribution préférentielle du logement, et puis après Diane Bernard donc sur la politique finalement et la pensée, la philosophie dans laquelle on doit peut-être avancer maintenant entre ces deux rives, hein, punir et aller vers moins de prison. Je peux vous demander de faire des réponses assez courtes, comme ça J'avais envie d'avoir des éléments de réponse pour les 3 questions. Ah mais tu peux. Je vais essayer d'être bref alors. Vas-y. Bon, celle qui sera la plus longue, c'est par rapport à l'interdiction de logement. Pourquoi si peu? Je suis représentant de la police, hein, donc je peux parler pour ma propre boîte, mais j'ai aussi observé des choses. Donc, dans le cadre de cette approche multidisciplinaire avec un représentant du parquet de Bruxelles, on a été visiter le Family Justice Center au Limbourg. Il y avait aussi des magistrats d'Anvers d'ailleurs. Et l'interaction était intéressante parce qu'il y avait une magistrate du Limbourg qui, justement, au contraire des autres magistrats, utilisait des interdictions de logement. Il y avait toute une discussion par rapport à... et ça tournait autour de 2 choses. Hein. Donc, la procédure a une lourdeur pour le magistrat, apparemment. Et donc, le magistrat se dit, un juge d'instruction peut faire la même chose. Donc, voilà, je vais saisir un juge d'instruction. La différence, c'est qu'un juge d'instruction travaille autour d'un auteur, tandis qu'une interdiction de logement doit être confirmée, je crois que c'est dans les 10 jours, par le tribunal de la famille. Donc, il y a une lecture de nouveau, hein, de tous les intérêts des membres d'une famille. Donc, cette lourdeur fait peur. Et non seulement cette lourdeur, mais peut-être un aspect psychologique aussi, où les magistrats d'Anvers disaient... oui, et si le tribunal de la famille casse ta décision, etc. Et la magistrate du Limbourg disait, c'est comme ça, c'est leur job de le faire. Moi, j'ai une possibilité. Pourquoi elle est plus enclin à le faire aussi? C'est parce qu'il n'y a pas que cette interdiction de logement. Dans le Family Justice Center du Limbourg, il y a aussi une figure qui s'appelle le Intensive Case Manager. Et donc, du moment que la décision est prise qu'un auteur fera l'objet d'une interdiction de logement, le moment même, si c'est pendant les heures de bureau en semaine, le moment qu'il se trouve encore au commissariat, ça n'a pas encore été notifié, il y a déjà l'Intensive Case Manager qui est activé, qui se rend sur place pour avoir un entretien avec l'auteur. Et donc, il y a déjà cet aspect, on a appelé ça formation là tantôt, mais il y a déjà quelque chose de constructif qu'on essaye de faire avec cet auteur en même temps. Donc, ce magistrat peut le faire aussi peut-être avec plus de certitude que quelque chose se passera pendant cette période d'interdiction de logement. Et effectivement, ça a été dit, parfois il y a des situations où, pour assurer la sécurité, c'est l'inverse qui doit se passer. Donc c'est une histoire de... Allez, c'est pas exclusif, mais c'est clair que c'est sous-utilisé. À ce titre, je ne sais pas si c'est déjà actif ou pas, mais la procédure allait être simplifiée pour les magistrats pour qu'ils ne seraient plus tentés pour l'utiliser dans la pratique.
Alors ça, c'est par rapport à la première question. Les deux autres, je serai très bref. Je savais que j'allais oublier des parties, donc je l'ai fait pour l'approche multidisciplinaire et le groupe de travail. Et donc, les CPAS de Bruxelles et XL sont des partenaires aussi, parce qu'il y a la situation des personnes déjà en situation de pauvreté, mais il y a aussi la pauvreté qui est causée, perte d'emploi, tu l'as cité, etc., qui est causée par la situation ou par les actes qui sont posés par après. Et alors, dernière chose, la question c'était, oui, par rapport au trajet judiciaire et la remise en cause de ce trajet, je crois que le mot-clé ici, c'est les besoins. Quels sont les besoins des gens qui se manifestent et disent, voilà, je suis dans une situation de violence, je suis à risque, etc. Et donc, il faut écouter ces besoins. Et je ne pense pas, et ce n'est pas uniquement que je ne le pense pas, dans le cadre du CPVS, l'Université de Gand a des entretiens avec les victimes, donc on sait quels sont les besoins de ces gens qui se présentent là-bas. Je ne pense pas que des gens ont besoin d'avoir une condamnation dans X années de quelqu'un. Ce n'est pas un premier besoin d'une victime qui se présente. Un premier besoin, c'est la sécurité d'une personne. Un deuxième besoin, c'est le fait que quelqu'un d'officiel, je ne sais plus le terme qui a été utilisé, mais quelqu'un d'officiel confirme que c'est un acte non souhaité par la société, quelque chose d'illégal, etc. Donc confirme que la personne a bien été victime de quelque chose. Je crois que c'est important parce que le besoin ou la question avec laquelle la personne arrive, c'est pourquoi ça m'arrive. Et donc il faut une réponse à ce pourquoi. Mais le pourquoi, parce que quelqu'un a fait quelque chose qu'il ne pouvait pas faire, tout simplement. C'est pas la jupe, c'est pas l'heure de la journée, etc. Voilà. Et alors le troisième besoin, c'est qu'est-ce qu'on va faire par après, après-demain, comment est-ce qu'on va reconstruire quelque chose. Et donc là, c'est certainement pas la police et la justice qui auront une réponse à donner. Voilà. Merci Olivier. Amina? On n'a plus que 8 minutes pour les autres questions. Non, c'est rien, c'est nous. Non, c'est très intéressant. Ce que je veux dire, c'est qu'on doit essayer d'écouter tout le monde, donc il faut essayer d'être un peu synthétique sur la fin. Il n'y a pas de souci. Au sujet de l'attribution du logement, voilà, nous pensions aussi que c'était plus facile que les femmes regagnent le domicile conjugal, parce que elles doivent tout racheter, les enfants doivent changer d'école, etc. et tout. Eh bien, presque à l'unanimité, elles refusent de regagner le logement où elles ont été traumatisées. C'est quand même le lieu, pas du crime, mais des crimes et des délits. Et donc, elles ont énormément de mal avec ça. Et puis, c'est aussi un endroit, c'est le territoire de l'agresseur, les voisins, etc. Il a en quelque sorte, je dirais, acheté son environnement. Et donc, elles ne se sentent pas du tout protégées dans ce lieu où elles ont subi tout ça. Et ça, on ne peut pas du tout aller à l'encontre de ça. Alors, c'est bien ennuyeux, par exemple, dans le cas des logements sociaux, où elles préfèrent abandonner le logement social, alors que quand elles ont abandonné le logement social au niveau des sociétés de logement, si elles abandonnent le logement social, ils ne vont pas comprendre pourquoi ils lui en donneraient un autre. Et donc, elles préfèrent abandonner celui-là. On en a une. J'en ai une dernièrement à qui je suis en train de discuter avec elle pour voir... oui, donc ça, on sera très heureux d'entendre la ministre là-dessus. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir dans les priorités de logement un élément clé dans un dossier qui dit il y a violence et donc il y a quelque chose à activer là? Est-ce que c'est possible ou pas? On verra. Les trois autres questions, monsieur... Oui, ah oui, toi aussi, oui. Pour répondre à votre question, je ne pense pas que ce soit schizophrénique de se poser la question à la fois du pénal et des violences envers les femmes. Je pense qu'il faut dissocier ce qu'on peut faire aujourd'hui et l'horizon. On peut avoir un horizon, on peut se dire la société qu'on souhaiterait être une société non patriarcale dans laquelle le recours au pénal avec toute sa brutalité n'a plus cours. Mais en attendant, on ne va pas lâcher les femmes qui sont aujourd'hui victimes de violences. Donc on peut agir en gardant cet horizon-là en tête, en ne surinvestissant pas le pénal avec des attentes qu'il ne remplira pas, tout en... Enfin, c'est la même question pour tous les projets, on va dire un tout petit peu utopiques ou un tout petit peu structurels. C'est la même chose pour les prisons. On peut aspirer à l'abolition de la prison sans lâcher pour autant les détenus aujourd'hui qui sont dans des conditions abominables. Et donc ici, moi, ma proposition, c'était simplement de se dire, et j'avais vraiment essayé de le dire, si on a le pénal, il faut être cohérent et le faire à fond. Il n'y suffira pas. Et en fait, à terme ou à l'horizon, ce serait intéressant de s'interroger sur ce recours-là. Mais j'ai l'impression que c'est temporellement distinct.
Oui, comme souvent, ce genre de politique et de changement radical de paradigme demande un phasage, hein, c'est comme dans tout. Et donc, très clairement, l'objectif serait celui-là, et dans l'intervalle, comment est-ce qu'on fait pour inverser la tendance? Oui, alors, Nicole? Oui. En tout cas, bonjour, Nicole Beaumélé-Queto, députée du parti Défi. En tout cas, je voulais vous remercier d'abord pour cette journée qui fut très intéressante et enrichissante. D'ailleurs, notre parti on se bat pour que le code pénal reconnaisse le féminicide. Mais j'avais une question vraiment importante qui me trotte depuis tout le temps, parce que j'avais suivi que le port du bracelet, que beaucoup d'associations en Belgique sont contre le port. Non, il y a une partie des associations qui sont contre le port du bracelet, alors qu'elle a donné des résultats tout à fait positifs en Espagne. Par exemple, paraît-il que toutes les femmes qui avaient porté le port du bracelet, il n'y a aucune qui a subi le féminicide. Je vais comprendre pourquoi ici en Belgique il y a des réticences par rapport au port du bracelet, par rapport à certaines associations. Merci. Merci Nicole. Monsieur, je ne connais pas votre prénom. Oui, Paul Sleckmulder. Alors du macro au micro, c'est clair que l'intégrité physique est une question de société. Et donc il faut que l'État prenne ses responsabilités. Premier constat, au niveau macro, le budget de la justice en Belgique est 300% inférieur à la moyenne de l'OCDE. Donc on se rend compte qu'on est dans une base budgétaire qui est quand même faible. Pour aller vers du micro, l'aide juridique, dans sa nouvelle version, n'a que 20 ans, et 20 ans après, il n'y a pas eu d'évaluation, il y a très peu de questionnements, c'est une loi de 98, et je suis étonné qu'en première ligne, le département de la justice n'a même pas jugé bon de s'intéresser à sa propre législation. Il faut dire que la loi a été arrachée de haute lutte, et que, quand on revient aux questions notamment d'arriérés judiciaires, ceux qui ne peuvent pas attendre sont les premières victimes, et de ce que j'ai entendu aujourd'hui, les femmes sont en première ligne par rapport à ça. Pour prendre une mesure plus concrète, je suis surpris qu'au fin fond de Mexico et du Québec, il y a un téléphone juridique. Quel est le principe? C'est que des dizaines de questions de la vie quotidienne, par exemple, quelles sont les mesures à prendre en cas de violence conjugale, en formant un simple numéro vert, l'on a au bout du fil une personne qui, pendant les heures de bureau, dit « Ceci n'est pas une consultation sur un cas particulier, mais c'est un résumé de la législation applicable. Écoutez bien à la fin de l'enregistrement parce que vous aurez le numéro de téléphone des lieux ressources. Et donc 200 sujets de la vie quotidienne sont traités et l'info-logement n'est pas le même que la boutique de droit ou qu'un autre sujet, et ainsi de suite. Pour donner quelques chiffres, ayant suivi ce programme là-bas, ils ont eu 144 000 appels, ça fait environ 300 appels par jour, tous les jours de l'année. Quand on dépose le cornet, le téléphone sonne. C'est une mesure qui ne coûte pas très cher, c'est une petite équipe de 5, 6, 7 personnes, et c'est en service à Mexico, c'est en service à Québec, mais ça ne l'est pas chez nous. Or, ce que j'observe quand on parlait de l'isolement, c'est que le téléphone est un outil très utilisé, très populaire, et qui pourrait être utilisé au service de ce dont on parle aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup, Paul. Je vais donner la parole à Dominique. Sur le bracelet anti-rapprochement, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des mesures, ce n'est pas une mesure, ce sont des mesures qui se conjoignent l'une l'autre, et que dans le cas de l'Espagne, non seulement il y a un budget, non seulement il y a une pénalisation directe, ou en tout cas un éloignement direct de l'agresseur, et que le bracelet anti-rapprochement est une des mesures avec d'autres mesures. Donc les associations ont réagi en disant... On n'est pas contre le bracelet anti-rapprochement, mais ce n'est pas la solution. C'est une partie, et peut-être une partie pas aussi importante que ça, de la solution, puisqu'on est déjà dans le processus à partir du moment où il y a le BAR. Dominique? Oui, rapidement. Merci Dominique Dehaye, coordonnatrice droits des femmes Amnesty International. Alors d'abord, vous avez parlé du téléphone, mais nous, on connaît des gens qui ont un téléphone et qui n'osent même pas s'en servir, parce que si elles s'en servent, le mari regarde. Hein. J'ai eu un cas vraiment très précis après mon passage... moi aussi à RTL dimanche, où Christophe de Borsu m'a donné les coordonnées d'une femme qui l'avait vue, qui voulait qu'on la sauve en donnant son téléphone, mais il ne fallait pas lui téléphoner, il ne fallait pas. Donc, ce n'est pas si simple. Pour nous, c'est facile de téléphoner. La réponse que tu viens de faire à madame qui est députée, effectivement, nous ne sommes pas contre le bracelet anti-rapprochement, mais nous avons signé une carte blanche pour dire que tout n'allait pas se solutionner avec le bracelet anti-rapprochement, et que déjà, pour avoir un bracelet anti-rapprochement, il fallait avoir posé plainte, et on revient là-dessus. Je voulais juste dire une chose, parce qu'il y a tellement, c'était très intéressant, juste puisqu'on a parlé de la Convention d'Istanbul, Diane, dire que j'ai eu le plaisir de faire partie de la
plateforme rapport alternatif, et que nous avons rencontré donc le Grévio lors d'une table ronde le 7 ou le 10 octobre, qui a été extrêmement impressionné par notre rapport, enfin le rapport de toutes les associations, et notamment par l'absence de neutralité, je pense, de l'Institut pour l'égalité des chances hommes-femmes, femmes-hommes, et qui a été, je lui ai envoyé en plus après le rapport de la plateforme Evras, puisque Amnesty fait aussi partie de cette plateforme, et je pense qu'à la louche, on va dire que 20 à 25% de la Convention d'Istanbul est appliquée chez nous. Ce qui manque aussi, parce qu'on ne l'a peut-être pas tout à fait dit, on l'a dit sans le dire, c'est que nous n'avons aucun chiffre officiel, et que ça fait partie Nous ne savons pas finalement si les femmes sont battues sont mortes parce qu'elles ont eu un accident ou parce qu'elles ont été battues. Tout ça, c'est à la louche. C'est pas... Donc, effectivement, moi, je le dis franchement, le cannabis, c'est peut-être grave, mais les violences, c'est beaucoup plus grave. Il faut que ça devienne plus une priorité que la lutte contre le cannabis. Merci. Merci Dominique. Donc, effectivement, sur la Convention d'Istanbul, qui en Belgique n'a été ratifiée, je vous rappelle qu'en 2016, donc c'est-à-dire quand même 4-5 ans après qu'elle a été mise en place par l'ONU, la récolte de données officielles, ce qu'on appelle désagrégées, c'est-à-dire où on voit qui est l'auteur du délit et quel est le sexe de la victime, ça n'existe pas en Belgique, c'est une obligation légale. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est dans un moment où, au niveau, on l'a dit, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Région Wallonne, on a 3 ministres qui ont décidé de travailler ensemble, elles l'ont dit, et donc là, je pense qu'on a un socle politique sur lequel on peut s'appuyer. Autant sur le plan fédéral, on va voir ce qui va en sortir, mais pour l'instant, en tout cas, sous la dernière législature, c'était quand même pas top, c'est le moins qu'on puisse dire, et c'était pas du tout une priorité. Donc, comment est-ce qu'on va faire tous ensemble pour mettre ça en haut de la pile vraiment et à maintenir la pression? Ça, c'est vraiment un travail qu'on va devoir faire tous ensemble. Est-ce qu'il y a encore des questions avant que je passe? Oui, madame, et ici. Et après, je passerai la parole à la secrétaire d'État, si vous voulez bien. Je vous écoute. Voilà, moi c'est Bibiane Mokeni, représentante de l'association START, Centre de formation et des stages, qui s'occupe de toute personne en difficulté. Et notre dernier projet, c'est le mariage mauve, dont moi-même j'ai été victime. Vous allez demander pourquoi le mariage mauve, parce qu'il y a le mariage blanc, il y a le mariage gris, il y a le mariage mauve, c'est-à-dire un des conjoints ment et extirpe les sentiments de l'autre conjoint et l'instrumentalise durant la vie commune pour son ascension, disons, budgétaire au fait. Et ça arrive souvent quand la personne, l'une de conjoints, est indépendant ou au cadre dans une entreprise. Bref, moi-même j'ai été victime, je vais parler ici de mon cas, puisque je représente les autres femmes qui sont absentes aujourd'hui. J'ai porté plainte et j'ai retiré ma plainte pour menace d'armes. J'ai porté plainte pour coups et blessures et j'ai retiré la plainte pour coups et blessures. Mais toutefois, j'ai demandé le divorce et j'ai dû perdre mon divorce parce que mes plaintes ont été classées sans suite. Et je n'avais pas comment dire, on ne m'avait pas bien conseillé, disant que quand on porte une plainte, on doit se constituer partie civile pour qu'il puisse y avoir un aboutissement. Et comme je dépendais de mon ex et que j'étais femme au foyer, donc j'étais aussi dépourvue de moyens financiers pour pouvoir poursuivre la machine judiciaire qui est très très lourde. Donc ici, je me suis heurtée à, non seulement j'étais victime dans mon ménage, mais c'est la justice qui était devenue une partie de mon problème, alors qu'il est là pour régler notre problème. D'ailleurs, si vous allez sur le site de l'avocat Lux, Roger Lux, il a bien détaillé la chose pour dire qu'il y a un problème, il y a un vide juridique, on doit absolument revoir cela pour pouvoir protéger les personnes qui ont le courage de porter plainte et que leurs plaintes n'aboutissent pas. Ça, c'est une chose. Et il y a aussi autre chose. Pourquoi en France, quand un magistrat enfreint la loi, il met en cause l'État français. Donc, quand il sera condamné, non seulement l'État sera condamné,
mais le magistrat sera aussi condamné. Je souhaiterais aussi qu'ici en Belgique, on puisse voir cela pour permettre à ce que la justice soit juste. Parce que si le magistrat enfreint la loi, la Constitution, le droit de l'homme, et qu'il n'est pas poursuivi, et que c'est l'État belge qui est poursuivi, donc, comme c'est mon cas, je me retrouve avec l'État belge qui est devenu mon adversaire, alors que c'était un problème au départ de couple. Et alors, ici, il y a aussi une chose, c'est qu'ici, en Belgique, je me suis informée auprès de droits de l'homme. Le droit de l'homme ici défend les textes de loi, mais ne défend pas les individus. Alors, il y a aussi une vide juridique par rapport à ça, parce que ici, moi, l'État a fait une erreur, parce qu'on était encore mariés, et le greffier a demandé de transcrire le divorce, et la commune où on a fait notre mariage a transcrit le divorce, et j'ai perdu tous mes droits suite à cette erreur, et je me retrouve au contentieux avec le ministère de la Justice, donc je me retrouve toute seule face à toute cette machine. Alors, il n'y a pas que moi, il y a plusieurs femmes qui sont venues me rejoindre dans ce combat, parce que vous savez bien, surtout quand on est d'origine étrangère et qu'on épouse un autochtone et que ça va mal, les gens ont peur de s'exprimer. Mais moi, j'ose m'exprimer, et ça a donné du courage aux autres de venir se joindre à moi pour mettre en lumière ce combat, parce que le monde est en pleine mutation. On parle de droits de l'homme, on parle de l'égalité des chances, et je crois que c'est toutes ces choses-là qu'il faudra aussi que nos représentants ministériels qui sont ici puissent en prendre compte pour pouvoir aider vraiment les femmes et protéger les femmes. Parce que non seulement moi, la justice m'a réduit vraiment dans la pauvreté, parce que jusqu'aujourd'hui, je suis sans abri, et mes enfants ont été aussi atteints en voyant non seulement l'agression que j'ai subie lors de notre vie commune, et comment la justice m'a agressée, et que le papa, il court toujours sans s'inquiéter dans le monde entier. Et voilà, donc c'est ça que je voulais partager avec vous. Merci et je compte beaucoup, sur votre soutien. Viviane. Merci beaucoup, vraiment. Donc on voit bien qu'il y a tout un travail à faire, et des expériences comme celle-là qui non seulement se partagent ici, et je vous remercie beaucoup pour votre témoignage qui est vraiment poignant, c'est aussi la force de créer une association. Et maintenant, cette association, il faut qu'on l'invite, il faut qu'on écoute, il faut qu'on fasse un travail de maillage. C'est ce que j'ai dit aussi ce matin. On doit vraiment être solidaire. On est dans un moment vraiment important. Et donc, c'est aussi la chance qu'on a ici, grâce à la FAML, de pouvoir parler dans cette enceinte et de créer des liens aussi entre nous. Donc, je remercie vraiment Viviane, et je suppose qu'avec la secrétaire d'État, il y aura un contact pour recueillir peut-être aussi les informations, mais le Conseil des femmes le fera très certainement aussi avec l'équipe qui est là-bas. Alors, on avait encore ici devant, oui, je t'en prie. Oui, bonjour, je ne représente personne à part moi-même. Très bien. Désolée. Tout d'abord, une petite question pour notre juriste. Est-ce qu'il est vrai qu'un mari violent a toujours le droit de savoir quelle est l'adresse de son épouse lorsqu'elle a la garde des enfants, parce qu'il a le droit de visite des enfants et que du coup, elle est localisable? Ça, c'est une première question. Alors, je voudrais renchérir un petit peu sur les propos de Diane Bernard aussi, et de notre collègue de gauche qui est derrière moi. C'est la punition. La punition est quelque chose qui, dans notre société actuellement, devient très vague. Qui est-ce qui punit encore vraiment un enfant? Quel est le prof dans une école qui ose punir encore un enfant, sans avoir face à soi les parents qui viennent rouspéter? Alors, la punition, en plus, cette punition par le pénal, ça prend un temps fou. Ça prend... Hein, et je vais citer l'exemple de mon petit-fils sur tout à fait autre chose. Mais ce jeudi, entre 8h le matin à l'école et le soir, il était accusé d'avoir répandu des bruits sur son téléphone. En une journée, le gosse était anéanti.
il n'a pas dormi, le lendemain on a dû le chercher à l'école. C'est-à-dire la rapidité des réseaux sociaux est telle que, quand on parle du pénal, je ne vois pas le rapport. Hein. C'est un peu comme les statistiques. Il y a autant de femmes qui portent plainte, il y a autant de trucs qui aboutissent. Hein. Alors, que fait la police, que fait le gouvernement pour être plus rapide sur ces histoires de réseaux sociaux? Aussi, par exemple, les viols collectifs qui sont filmés par les enfants. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On attend aussi qu'il y ait Alors, toute cette réflexion sur les prisons, oui, je pense que c'est très, très important parce qu'avec l'évolution des punitions par rapport à nos enfants, qu'est-ce que c'est encore que la prison? Est-ce que ça a vraiment encore une image qui va être efficace? Merci. Est-ce qu'il y avait encore une question avant que je passe la parole à Madame Nawal Benamou? Voilà, je vous en prie, Madame la secrétaire d'État, je vous laisse la parole. Ah, voilà. Bonjour à toutes et à tous.